Donc c'est quand même dommage, mais je crois qu'il faut quand même qu'on travaille sur cette sérieuse crise de confiance qui existe. Au-delà de la crise économique, il y a une sérieuse crise de confiance. Merci à la réalisation, merci à Monsieur Olivier Fotso, à la réalisation et toute son équipe, William Chouala, Yvan Noubou, merci pour cette chanson. Alors, nous accueillons Patrick Ngounou, qui est le CEO de Students Mac, d'ailleurs, qui nous propose ce magazine que vous avez là. C'est le Students Métiers Magazine, les métiers du pétrole, gaz et énergie renouvelable. C'est donc un magazine qui est sorti. Tout est parti d'une idée, parce qu'on a travaillé ensemble et on s'est dit qu'il fallait un magazine pour permettre aux jeunes étudiants de pouvoir s'orienter, et ça y est, c'est fait. J'ai envie de demander qu'on t'applaudisse bien fort, toi et toute ton équipe. Thank you. Monsieur Patrick Ngounou, merci. Bonne année. Merci, merci, merci. Merci d'être là. Bonne année à toute l'équipe aussi. Alors, ça pouvait pas mieux tomber, hein, parce que nous, on se pose la question aujourd'hui s'il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi dans notre pays. On va aller directement à la question. Oui, c'est une belle question. C'est ce qu'on entend. Ben, écoutez, je veux commencer par dire meilleurs vœux à toute l'équipe de Balafon et à tous qui nous regardent. Oui, est-ce qu'il y a une inadéquation formation-emploi? Ça, c'est une rhétorique qu'on a l'habitude d'écouter quand les institutionnels parlent. C'est quoi déjà formation, inadéquation, formation-emploi? En fait, on est en train de confesser que les institutionnels, je veux dire ceux qui décident, ne discutent pas avec ceux qui recrutent, ceux qui emploient. Parce que ça veut dire que les jeunes sont formés pour des métiers qui ne sont pas demandés. C'est clairement, ça veut dire ça. Alors, pourquoi est-ce que les jeunes pourraient être formés et ceux qui doivent les récupérer à la fin de la formation ne le font pas? Ça veut dire qu'il y a un manque de communication entre les deux étages. Du coup, est-ce que ça peut se résoudre? Oui. Mais si les filières existent à l'école, c'est parce qu'il y a des débouchés. C'est parce qu'il y a bel et bien des opportunités. C'est ce qui est supposé être. Les filières devraient exister, et c'est là où je voulais en venir, devraient exister parce qu'en amont, on a défini stratégiquement nos priorités. Par exemple, quand je regarde le cas du Cameroun, on a la SDN 30. On sait qu'on va développer X, Y secteurs à l'horizon 2030. Alors, pour que ces secteurs fonctionnent, il faudrait bien qu'on ait formé des gens qui pourraient le faire fonctionner au niveau de l'opérationnel. Mais est-ce que concrètement, c'est ce qui se passe? Il y a des exemples qu'il faut saluer. Par exemple, je vois le fer de Mbalam. Je vois aussi le projet de Bokom, pour ne pas le citer, où il y a une école qui accompagne ce projet. C'est comme ça que ça devrait se passer en principe. On sait qu'on va exploiter une mine pendant 30 ans, 50 ans. Alors, il faudrait des gens qui sont formés pour qu'on n'ait pas à importer cette main-d'œuvre. Donc, il faut anticiper. En principe, il faudra anticiper. Donc, est-ce qu'il y a un problème de formation-emploi, d'inadéquation formation-emploi? Oui et non. Oui, dans la mesure où ce courant de cette communication, il n'y a pas cette jonction entre les deux. Non, parce qu'il y a aussi un manque d'information. Parce qu'il y a beaucoup de filières, et je peux en parler parce qu'en ce moment, nous sommes en train de faire ce travail, de reclasser et puis de répertorier toutes ces filières, toutes ces formations. Et on est surpris même de revisiter ce que nous avions déjà écrit en 2020. Il y a énormément de filières disponibles au Cameroun, mais parfois, on n'est pas informé. On n'est pas informé. Alors, généralement, les jeunes vont vers ceux qui font beaucoup de communication, c'est-à-dire qu'il y a des mastodontes dans le secteur de l'éducation. On sait qu'elles existent, du coup, on va vers elles. Mais ce n'est pas parce qu'elles existent qu'elles font nécessairement les meilleures formations, ou bien qu'elles ouvrent nécessairement les meilleures formations. Les opportunités, les débouchés. Mais alors, moi, j'ai un problème avec cette réflexion, Patrick, parce que si je fais géographie, oui, et qu'on me dise à moi que non, je ne veux plus faire géographie alors que c'est ma passion, parce qu'il n'y a pas de débouché, c'est un problème. Ça touche donc une volonté politique. Parce que faire géographie, ça peut permettre à prévenir des catastrophes naturelles. Je veux dire que ce n'est pas... Si ça existe, c'est qu'il y a forcément des débouchés. Est-ce qu'on va demander à tout le monde d'aller donc se former pour les débouchés qui sont disponibles? On finira par se retrouver tous au même endroit. Très bien, c'est une très belle question. Et je crois qu'on a abordé ça une fois lors d'une de nos émissions ici. On peut avoir des projections et on sait à peu près quel est le nombre
C'est-à-dire quel nombre de personnes qu'on va utiliser sur 5 ans, sur 10 ans. On peut avoir ces projections-là. Oui. Mais naturellement, on ne va pas envoyer tout le monde se former. Et là, on peut sélectionner avec des concours. C'est ce qui se fait généralement. Maintenant, toutes les filières, comme je dis, ont généralement des débouchés. Le problème, c'est la bonne information. Quels sont les débouchés pour aborder dans ton sens de la géographie? C'est quoi ces débouchés? Il faudrait qu'avant, c'est vrai que je peux en faire ma passion, mais derrière ma passion, qu'est-ce qui va me faire nourrir, remplir la marmite à la maison? Ça, il faudrait qu'on me le dise, ou bien que je fasse des recherches. Mais les jeunes n'ont pas souvent ce réflexe. Mais la recherche scientifique devrait s'y pencher pour permettre à ce que... Peut-être c'est pas le rôle de la recherche scientifique, c'est en fait le rôle d'un observatoire qui devrait exister, mais malheureusement dans notre environnement, il n'y a pas encore. En fait, et c'est un peu sur ce terrain que nous positionnons pour connecter ceux qui font déjà la géographie, ceux qui sont sur le terrain avec des diplômes de géographie, qui travaillent dans le secteur, qui pourraient informer ceux qui souhaitent entrer dans le secteur. Parce que toi, tu peux aujourd'hui... on peut travailler dans le domaine du tourisme, par exemple. Par exemple, il y a beaucoup de métiers, mais il faut les informer. Il y a un problème d'information. D'abord, le jeune n'a pas toute cette information. Et il faut développer des plateformes qui peuvent, en fait, apporter l'information pour compléter ce gap-là qui manque. Parce que, oui, je suis passionné en géographie, je peux... National Geographic nous montre clairement ce que la géographie peut avoir comme métier. Est-ce que c'est passionnant? Oui, c'est passionnant. Donc, il faudrait pouvoir dire à un jeune de terminale ou bien de seconde que voilà, les différents débouchés de la géographie, il y a ceci, tu peux devenir comme, par exemple, dans le tourisme, tu peux être un guide touristique aussi. On a besoin de géographie. Il y a un module, mais aussi on peut entrer dans la production pour faire découvrir ce que le pays a d'impressionnant aux autres, et ça se vend. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer, et c'est ça le rôle en fait de notre Et on peut se spécialiser en géologie aussi, études de sol, etc. Bien sûr, la géologie ça, dans le pétrole. Effectivement, dans le pétrole, on en a besoin. Je veux dire que c'est pas... Mais il faut le dire. En fait, il faudrait que les jeunes pensent d'abord métier avant de redescendre vers filière. Aujourd'hui, on pense filière pour remonter vers les métiers. Et c'est un peu biaisé. Si je sais que je veux devenir, je veux travailler dans le secteur du pétrole, alors on pourrait dire, voici les différentes filières qui mènent à ce domaine-là. Et on va choisir la filière sachant. Mais ça repose encore la question de l'orientation, Patrick. Mais en réalité, on n'est pas sorti de l'auberge alors finalement. Je crois qu'on a déjà dit ici que l'orientation, c'est la clé. Si le jeune est mal orienté, en réalité, on va former. Et pour apporter un peu l'eau dans ton vin, sur 12 millions de jeunes diplômés chaque année en Afrique subsaharienne, 82% sont au chômage, 82%. Et les 18% qui sont employés, c'est les 18% qui sont plus dans les filières scientifiques, c'est-à-dire scientifiques et techniques. Okay? Alors le reste, ils se battent. On est tous dans la vente en ligne, ainsi de suite, les restaurants et autres. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais en fait, ils ne sont pas en train de mettre en application ce qu'ils ont appris à l'école. Du coup, c'est un problème d'orientation. Je dis bien c'est un problème d'orientation parce que ceux qui emploient demandent encore plus, mais ils n'ont pas... Attends, quelles sont les statistiques? 82% de diplômés sont au chômage. Je parle bien des diplômés là. C'est-à-dire que ceux qui ont fait un diplôme d'enseignement supérieur et puis ils sont au chômage, 82%. Là, je parle d'Afrique subsaharienne, pas seulement du Cameroun. Pas seulement du Cameroun. Donc c'est un problème structurel sous-régional. Qui est sous-régional. Du coup, c'est un sérieux problème. Et c'est cette main-d'œuvre-là qui était supposée renforcer parce qu'elle va payer les impôts si elle travaille, qu'on perd. Et on est en train d'importer, au contraire, des gens qui sont bien formés ailleurs. Parce que l'entreprise a un besoin clair. Elle veut des gens qui peuvent être productifs immédiatement. Okay? Et ça, parfois, elle n'arrive pas à trouver. Le ministre Boinchou, lorsqu'il était à l'urbanisme, il n'y a pas très très longtemps de cela, en tout cas il y a plus de 7 ans quand même, disait qu'on avait lancé un chantier de construction des logements sociaux et on avait besoin des chaudronniers qualifiés. Et qu'au bout d'un mois, on était obligé d'aller chercher des Chinois pour venir faire ce qu'il y avait à faire parce que les chaudronniers qui sont arrivés n'en étaient pas véritablement de bons ou de qualifiés. Peut-être parce qu'on ne leur a pas dit à quoi ça sert la chaudronnerie à un plus haut niveau. Il y a de ça, mais il y a aussi que il y en a combien? C'est-à-dire que combien d'écoles forment en chaudronnerie? Il faut saluer les efforts du gouvernement qui, avec la coopération, je crois, thaïlandaise ou bien coréenne plutôt, a créé des centres de formation professionnelle où j'étais sur le terrain. Ce qu'ils ont comme installation pour la chaudronnerie, c'est du niveau un peu élevé.
Ok. Et c'est justement dans ce type d'établissement qu'on va dire à un jeune, tu es ici, tu penses que tu as raté ta vie, parce qu'en fait, c'est ça l'imaginaire. Ouais. Et pourtant, c'est des gens qui vivent très bien, qui vivent mieux même parfois que ceux qui ont un bac plus 5 en ingénierie, parce qu'ils ont des opportunités, hélas, très très importantes dans le domaine du maritime. On en a besoin. Là, tu parlais de la construction du BTP, mais dans d'autres domaines encore, dans le domaine du pétrole, ainsi de suite, il y a suffisamment. Est-ce qu'ils ne savent pas? Ils savent, mais parfois on n'a pas formé suffisamment. Du coup, si on a besoin d'une grosse main-d'œuvre, on est obligé d'importer. Et c'est ça, c'est un problème d'orientation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné l'école. On peut les recycler dans ces domaines. Voilà, justement, j'allais parler. Là, nous parlons de la formation diplômante. Là, je parlais Est-ce qu'on peut parler de la formation certifiante? Là, je parlais de la formation certifiante. Ok, parce que là, nous, quand on parle de formation chez nous, on voit d'abord le diplôme avant la spécialisation. Mais pourtant, c'est différent quand on parle de la formation certifiante. Ça peut partir d'un don qu'on a. Tout à fait. Et dont on bénéficie d'une formation certifiante pour entrer directement dans ce qu'on sait faire. Est-ce qu'à ce moment, il y a encore blocus? Parce qu'on a le sentiment qu'il faut avoir d'abord le bac avant de choisir une filière pour aller se faire former, pour ensuite être spécialisé. Alors qu'il y en a qui, depuis qu'ils sont au monde, sont de très bons techniciens. Ils peuvent travailler avec les mains. Qui n'ont même pas le BPC pour certains, mais qui n'ont besoin que d'une formation certifiante de 5 ans pour être ingénieur dans quelque chose. Est-ce que ça aussi, c'est pas un problème? Alors, la formation certifiante, c'est vraiment un complément. Permets-moi de parler de ce qui se passe aussi ailleurs, après. L'idée, c'est, il y a de la formation certifiante déjà au Cameroun. J'ai parlé tout à l'heure des centres du Minefop. Oui, qui sont, c'est vrai qu'ils ne sont pas installés partout. Ce sont des formations technologiques, techniques? Oui, techniques. Chaudronnerie, il y a même informatique aussi. Mécanique, mécatronique, oui, mécatronique, tôlerie, tout ce qui va dans la structuration d'une voiture, ils le font. Et tout ce qui va dans le BTP aussi, ils le font. Donc, ils n'ont pas besoin d'un diplôme élevé pour commencer des formations. Niveau BPC, on rentre, ainsi de suite. Jusqu'au niveau bac, d'ailleurs. D'accord. Donc ça existe. Mais en dehors d'eux, il y a d'autres centres de formation qui sont privés. Et là, je crois qu'ils ont agréé à peu près 3000 centres de formation qui pilulent un peu à travers nos villes. On entend régulièrement parler des formations des conducteurs d'engins lourds, ainsi de suite, des conducteurs de grues. Si vous entendez quel est le salaire d'un gars qui travaille sur un bulldozer, vous serez surpris. C'est combien? Ils vont à 750, parfois 1 million. Le mois? Le mois. Mais on les prend toujours pour des... Voilà, quand on dit chauffeur, conducteur de bulldozer, voilà, ils vont à ces salaires-là. Ah oui, une pelle chargeuse, celui qui conduit, ceux qui conduisent les grues, ils sont bien payés. Le problème, c'est l'information, une fois de plus. Et il faudrait pouvoir inviter un qui travaille dans ce domaine, qu'il vienne te dire ici, Bertie, quels sont les avantages. Les témoignages. Les témoignages, pour que ça édifie d'autres jeunes qui comprennent que, tiens, il n'y a pas que les études longues. Il n'y a pas que les études longues. Et pour reparler justement, on parle beaucoup de Canada, je veux aussi prendre cet exemple. Au Canada, quand on finit la formation universitaire, pour travailler, on recommande d'aller faire encore 1 an de certif. Parce que ça, c'est une pratique, on entre directement dans l'emploi. Oui. À ce niveau, pour la progression dans la carrière, naturellement, celui qui a fait les études longues est mieux. Effectivement, ça c'est clair. Voilà. Mais c'est toujours conseillé d'ailleurs. C'est conseillé. Mais il a besoin aussi d'être pratique, parce qu'il va aborder le terrain immédiatement. Donc, est-ce que la formation certifiante est bloquée au Cameroun? Non, au contraire. Peut-être qu'il faudrait aussi que nos institutions financières accompagnent les créateurs pour qu'on puisse avoir du bon matériel, parce que si on veut former des gars qui sont excellents à la tâche, il faudrait qu'ils aient des bons cadres de formation. Il faudrait que les mécaniciens dans les camions, qu'on ne soit plus à deviner, mais qu'on ait des moteurs posés au sol, qu'on regarde, qu'on voit ce qui se passe, qu'on pratique directement, afin de pouvoir être excellent. Donc ce qu'on va retenir, Patrick, c'est qu'entre nos dirigeants et le patronat, il n'y a vraiment pas un dialogue établi. C'est ce qu'on retient. Je ne sais pas si je peux dire qu'il n'y a pas de dialogue, mais je pense qu'on gagnera. Il y a absence de données? Oui. On ne travaille pas suffisamment sur les données. Pourquoi est-ce que je le dis? Peut-être qu'il faudrait que je précise. Nous, l'État a une situation, un projet macro. Il dit, bon, voilà, on va arriver à X niveau. Et donc, après, le patronat doit dire, OK, on va vous accompagner avec tel type d'entreprise, telle industrie, ainsi de suite. Et si on suit le programme dans 15 ans, on sait que dans 15 ans, on aura besoin de la main-d'œuvre. Quel type de formation il faut pour que ça marche?
Là, on instruit et puis on fait les programmes de formation et ça coule. Vous voyez un peu, donc c'est ça en fait cette relation-là. Ça se fait certainement. Peut-être que ce qui manque au milieu aussi, c'est les mentors. Il faudrait... Bon, le mentorat, c'est pas trop dans notre culture. Hein. Parce qu'après... Est-ce que c'est un problème culturel? Le mentorat, quand le chasseur va avec son fils à la chasse, il le mentor. Oui. Bah oui, bon, le mentorat c'est culturel. Mais nous savons comment, oui, je sais que c'est culturel, mais dans notre environnement, c'est comme si ça avait des... C'est comme si on te posait des conditions, enfin, je sais pas si tu comprends bien. Disons que les gens ne veulent pas partager, mais on peut déconstruire, on doit éduquer aussi. Il y a des gens qui veulent partager. Toi, tu m'as donné cette idée gratuitement, ok? Donc il y a des gens qui veulent accompagner, qui veulent, voilà, qui veulent mentorer. Il faut peut-être qu'on leur donne l'opportunité et c'est ce que nous on apporte. D'accord. Okay? L'idée c'est ça, c'est que un bon chaudronnier doit pouvoir dire à des jeunes de 3e, écoutez, moi j'ai pas eu votre BPC, mais aujourd'hui je suis bien dans ma famille, voilà, j'ai femme et enfants, ainsi de suite. Peut-être que j'aurais eu mieux si j'avais allé un peu, si j'étais allé un peu plus loin, mais voici voilà les opportunités que j'ai pu, accueillir avec cette formation. Ça change la vie d'un enfant qui, tout le monde n'est pas fait pour les études longues, ça c'est clair. Donc il faut lui donner l'opportunité de choisir à ces jeunes-là. Mais comment on fait pour intéresser les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux à regarder aujourd'hui des choses qui ne servent absolument à rien? Parce que quand on parle de problèmes de communication, il faut aussi se poser la question si les jeunes sont intéressés par les autres canaux qui peuvent diffuser ce genre d'informations. L'idéal aurait été qu'on ait des influenceurs, TikTok et autres qui incluent ce type d'informations dans leur contenu. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai pensé à travailler avec des influenceurs. C'est vrai que ça coûte cher. Des influenceurs pour leur dire, OK, parlons d'orientation dans votre game. Passons l'information, passons la bonne information pour que les jeunes apprennent en vous regardant. Avec des témoignages? Oui. Par exemple, des témoignages, par exemple, des informations. Des témoignages, ce serait idéal. OK? Donc, peut-être qu'il faut aller vers là. Mais ça ne doit pas être quelque chose de ponctuel, de hasardeux. Ça doit être quelque chose de structuré pour que ça ait du sens. Et les enfants, naturellement, ils sont oisifs parce qu'ils n'ont pas quelque chose d'autre. En réalité, on pense que les jeunes sont désintéressés, mais non. C'est parce que ce qui envahit la toile, enfin, ils vont vers ce qui envahit la toile. Si aujourd'hui on a d'autres contenus qu'on peut leur proposer, ils iront. Nous, notre site internet, j'étais surpris de voir qu'on a plus de 67 000 visites par mois. J'étais surpris. Vraiment, c'est uniquement purement éducation et tout. Mais ça veut dire que les gens s'intéressent quand même. Même on devrait être à 1 million. Je suis d'accord. Ça veut dire 67 sur beaucoup, ils sont environ 10 millions. Oui, je suis d'accord. Mais 67, c'est rien du tout. C'est uniquement éducation. En tout cas, c'est purement éducation. On n'a jamais fait de communication réelle dessus et tout. Donc, quand on va booster, ça va monter beaucoup plus. Alors maintenant, nous nous engageons à proposer des thèmes comme ça, qu'on échange avec des experts tels que toi. Peut-être qu'on bénéficiera, nous aussi, du soutien du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour une fois. Oui. Parce que nous aussi, on a besoin de moyens pour élargir notre champ de communication et de permettre à ce que ce type de sujet puisse atteindre des masses importantes et considérables. Mais pour finir, y a-t-il vraiment à craindre quand on vit dans un État où le gouvernement, où le secteur public, justement, emploie encore bien plus que le secteur privé? À craindre, peut-être pas, mais je pense qu'il y a des réajustements à faire, quel que soit le cas. Comme on dit depuis, on le dit tous les jours, permettre la création d'entreprises, naturellement, pour qu'on emploie les jeunes qui sont là et qui ne demandent qu'à travailler. Et comme je disais, si j'ai parlé de l'Afrique subsaharienne, les statistiques au Cameroun aussi confirment, hein, on est à 74% de taux de chômage jeune. Alors que quand on dit taux de chômage, c'est des gens qui sont formés. Donc c'est un problème. Il faudrait résorber ce chômage. Et le seul moyen de le faire, c'est de faciliter l'implantation d'entreprises. C'est décentralisé. Ce serait idéal qu'on décentralise. Et je ne sais pas pourquoi ça traîne, mais ce serait idéal qu'on forme les gens qui vont gérer la cité et au niveau des régions. Parce que l'hypercentralisation fait que les jeunes pensent qu'il faut toujours aller à l'administration, qu'il faut travailler. Il faut toujours. Bon, d'accord. Ok. Donc il est clair qu'aujourd'hui, il y a carrément inadéquation entre formation et emploi dans notre pays et c'est un problème qu'il faut résoudre très rapidement dans le prochain SNND 30. Pourquoi pas?
Oui, oui de toute façon, les chiffres confirment, hein, ce n'est pas nous qui le disons ici, il y a un problème. Les jeunes qui sont formés ne sont pas recrutés. C'est un fait, c'est visible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire le contraire? Oui, on peut le faire. On peut lier les entreprises et les décideurs et mettre quelqu'un au milieu, qui est Students d'abord, pour qu'il fasse la jonction entre le monde de la formation et le monde de l'emploi. Très bien, merci. Et pour avoir ce magazine, on fait comment? Uniquement sur notre application, vous l'aurez très bientôt. Uniquement sur l'application. Ça, c'est la version physique du magazine, mais en fait, on diffuse uniquement par l'application, c'est du digital. Très bien. Oui. Donc, nous qui aimons encore lire là. Oui. Vous pouvez lire sur le téléphone. On est obligé de... Nous, on aime bien encore arrêter ça comme ça, oui. On lit. En fait, c'est pour éviter tout ce qui est budget autre, voilà, on préfère aller sur l'impression à la demande. D'accord. L'impression à la demande, mais c'est directement sur l'appli. En tout cas, merci d'y avoir pensé et finalement, merci d'avoir rendu cela possible parce qu'on en avait parlé. Tout à fait. Et on se disait qu'il fallait vraiment un magazine référence pour que les jeunes, avec Student Max d'ailleurs, qui emploie pas mal de spécialistes, orientation scolaire, psychologue, tout à fait. Psycho. Et ce sera gratuit. Un magazine gratuit? Oui. Tu as pensé Non, pas du tout. Je te dis, hein. Je te jure, hein. Les métiers du pétrole, gaz et énergie renouvelable, fiche métier, parcours d'études, opportunités et top universités, grandes écoles pour se former en Afrique. Ça répond à toutes les questions avec des débouchés. Bien sûr, est d'accord. Les débouchés, les salaires. Et il y a plus de 20 fiches métiers du pétrole. Perso, avant de faire la recherche, je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'était pétrochimie, géologue, ingénieur pétrole. Mais il y a beaucoup de métiers du pétrole à découvrir. Et ce numéro, il paraît, il y a d'autres numéros, les métiers de la médecine, de la santé, il y a des métiers de l'ingénierie de manière globale. Donc, ce sont des magazines qui vont paraître régulièrement pour permettre aux jeunes d'avoir l'information, comme je disais, c'est quoi les métiers de la communication. Est-ce que c'est seulement être là? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut découvrir dans les différents numéros? Merci et nous t'avons en repérage. Patrick, nous t'avons en repérage. On ne va pas te lâcher. Merci infiniment. Alors, mesdames, messieurs, la jeunesse n'est pas gage de compétences. Parce que quand on dit les jeunes ne travaillent pas, il faut bien que la jeunesse arrive à comprendre que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est tout de suite compétent. On doit travailler sa compétence, on doit se donner les moyens de réussir et donc il faut se former et surtout écouter et apprendre. Apprendre pour comprendre avant d'entreprendre. Parce que si on ne comprend pas, on ne pourra pas entreprendre. Et c'est important aussi de parler de temps en temps avec des spécialistes. Demain d'ailleurs, nous aurons dans ce fauteuil M. Cyril Bogico, parce qu'il viendra répondre à une question, à une épineuse question. Peut-on encore réussir dans ce pays? Les jeunes peuvent-ils réussir dans ce pays? Et vous comprenez pourquoi c'est lui qui tiendra, c'est lui le principal orateur qui pourra répondre à cette question. Mais tu as bien voulu partager ce moment avec nous. Merci. Student Max, c'est sur Facebook. Facebook. L'application, pas encore. OK. Mais Facebook est notre plateforme studentsmag.africa. D'accord. Merci infiniment, frérot. Okay. Je garde ça? Oui, tu peux le garder. Ben voilà. Alors, je t'accompagne. Une musique pour toi? Quoi de Talandré Marie? On va trouver ça où maintenant? Alors, on va trouver ça où maintenant? Bon, quel est ton genre de musique? Écoute, j'écoute presque tout, hein, du Bikutsi au Mangambe, en passant par... Et un peu de jazz aussi, oui, voilà. Oui. Beaucoup. Bon, écoute, ou bien Richard Bouna. Ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va caler la playlist de nos invités. Ce serait super. C'est une idée que je viens d'avoir comme ça. Ce serait super. Et à chaque fois, on leur fera un petit plaisir. Mais pour le moment, je t'accompagne avec une chanson que la réalisation va nous proposer. OK. Bonne semaine, bon mois. Thank you. À tout de suite.